Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est assez impressionnant de vous voir même ici installés. Donc moi c'est Alexandre Lecht, je suis le cofondateur et le CEO de EdTech. On est un copilote IA pour les créateurs de formation. Donc on aide à concevoir, brainstormer, faire de l'ingénierie pédagogique, de la création de contenu, assisté par des agents d'intelligence artificielle. Voilà, c'est assez cool. Très bien. Laurent. Bonjour à tous, enchanté. Je suis Laurent Onaud, je suis le fondateur de l'entreprise Ludicius, l'entreprise pionnière du Serious Game 2002. Le mot n'existait pas encore. On développe donc des solutions ludiques de mise en situation avec de l'engagement de façon à rendre les contenus plus agréables et plus efficaces. Et Raphaël. Bonjour à tous. Alors ouais, ça marche le micro, c'est bon? Oui. C'est en live, hein, on vient de le faire. Donc Raphaël Grasset, je suis chercheur, enseignant et entrepreneur dans le domaine des sciences cognitives. Ça fait une quinzaine d'années que j'étudie comment les gens apprennent et comment les aider à mieux apprendre. Et j'ai fondé Trendy, qui est un studio d'innovation pédagogique qui se propose d'accompagner l'autonomie et l'engagement des apprenants, tout en accompagnant aussi l'évolution de posture des formateurs. Et puis d'autres choses sur l'IA, mais on pourra peut-être en reparler après. Alors, moi j'ai une question tout de suite. Déjà dans les années 90, on a dit la formation ouverte et à distance va enfin nous apporter une réponse, à savoir faire de l'individualisation, parce que pour que ça soit efficace, il faut que la formation soit individualisée. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette individualisation? Est-ce que le e-learning répond à ce besoin? Qui veut répondre à ça? En fait, moi, je peux répondre avec une double casquette parce que EdTech, c'est ma deuxième société. On l'a lancée il y a 3 ans. Mais avant ça, j'avais créé une autre société qui s'appelle EduFactory où on crée de la formation sur mesure. Donc, on l'a lancée dans les années 2010, donc c'est pas les années 90. Et donc, on répondait à des besoins de formation avec du multimodal. Donc, du e-learning, du serious game, de la réalité virtuelle et autres. Et le digital a apporté énormément de solutions pour donner accès à la formation à distance, massifier la formation, ajouter beaucoup de simulations, etc. Le gros challenge aujourd'hui, je pense que c'est l'obsolescence des compétences. Si certains d'entre vous ont vu le rapport de l'OCDE qui explique que dans les années 80, une compétence avait 30 ans d'espérance de vie, en 2022, c'était moins de 2 ans et c'était avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'il faut mettre à jour les formations quasiment 1 à 2 fois par an. Et les anciennes méthodes, c'est pour ça qu'on a créé EdTech, les anciennes méthodes ne fonctionnent pas. Et l'IA est un atout dingue pour pouvoir adresser cette problématique et donc pouvoir créer des formations beaucoup plus rapidement et beaucoup plus personnalisées. Mais pourtant, Raphaël, toi qui travailles, qui es un expert sur cette question de l'engagement, de la motivation, cette question de l'individualisation, quel est le rapport entre l'engagement, la motivation et cette réponse présumée? Alors, je ne vais pas refaire la conférence d'il y a 2 heures, mais je vous invite peut-être à vous rapprocher des acteurs de la compétence qui ont sorti un rapport récemment sur l'efficacité de la formation, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, il y a 9 variables dedans, dont l'individualisation, comme tu en parles. Et effectivement, l'individualisation, ça a toujours été un problème, parce que quand on parle d'individualisation, on pense à l'individu comme unité minimum. Et c'est vrai que pendant des années, on n'avait pas les ressources temporelles, de compétences ou financières pour individualiser au niveau de l'individu. Là où l'IA va amener un changement, c'est justement le fait qu'aujourd'hui on peut générer des modalités comme on veut à la volée et orienter des parcours, mais pas que au niveau individuel. On peut aussi le voir à un niveau un peu plus macro en fait, de prendre des groupes qui se ressemblent et donc de faire une individualisation sur la base de spécificités et de besoins psychopédagogiques communs en fait. Et donc ça, l'IA pour le coup peut être un super atout pour ensuite venir accompagner ces groupes qui ont été identifiés. Voilà. Je resterai là-dessus pour l'instant, mais on peut. Ok, mais alors il n'y avait pas du tout dans la question la place de l'IA. Elle vient, elle nous submerge à nouveau, mais pourtant, ça ne fait pas table rase aussi de d'autres moyens d'aller augmenter cette efficacité. Laurent, toi, parle-nous de la démarche que toi tu incarnes. Donc, nous, on a une approche qui pourrait utiliser l'IA, voilà, comme ça, j'en glisse aussi, mais dont le principe, c'est d'essayer de multiplier l'engagement de la personne. Et il y a plusieurs façons de le faire. Une des méthodes qu'on essaie un maximum de mettre en place aujourd'hui, qui est assez récent, on a beaucoup d'évolutions des technologies qui ont apparu dans les derniers temps. Donc, l'individualisation, quand on fait du serious game, c'est quelque chose qui est devenu possible. On fait des assessments en début de parcours et on s'en sert en milieu et en fin de parcours. Néanmoins, quelque chose qui est neuf et qui apporte une valeur ajoutée complètement indéniable aujourd'hui, c'est l'approche multijoueur.
on a des salles de classe avec des gens qui sont réunis en même temps, au même moment, et on leur passe un contenu et ils le prennent tous en même temps et on s'arrête là. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de les faire jouer ensemble, on essaie de les faire collaborer, on essaie de les faire échanger autour de ces contenus et vraiment être capable de se dire que la pédagogie, je ne sais pas si vous avez entendu ce néologisme-là, l'apprentissage pair à pair, la pédagogie entre les apprenants et non pas de l'enseignant vers les apprenants, est quelque chose qui est tout à fait pertinent aujourd'hui et que la technologie nous permet enfin de faire. Donc c'est une tentative de mettre ça dans vos cerveaux aujourd'hui. Si vous envisagez une formation et qu'elle se passe sur un groupe, envisagez de faire qu'il y ait des mécaniques qui permettent de faire contribuer la totalité du groupe les uns avec les autres. Alors ouais, je voulais juste rebondir là-dessus par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a 3 facteurs de motivation qui sont hyper importants, qui sont l'autonomie, est-ce que je me sens autonome, est-ce que je me sens initiateur et est-ce que je régule mes comportements. Il y a l'aspect social, et c'est là où effectivement le jeu peut avoir un impact, est-ce que je rentre en relation avec les autres. Et il y a aussi la notion de compétence, est-ce que je grandis dans ma compétence. Ça, c'est 3 motivations fondamentales. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'engagement, mais j'ai envie de différencier un peu par rapport au jeu, parce que le jeu n'est pas en soi un facteur d'efficacité en fait. Ça peut être un facteur d'engagement dans le sens où on va rentrer dans une pédagogie active où il va y avoir un engagement qui peut être à la fois cognitif, affectif, mais aussi corporel dans certains jeux. Donc on n'a pas besoin forcément d'utiliser la technologie pour jouer. Et le jeu, en fait, on voit depuis les années 80-90, enfin déjà au début du XXe siècle, Binet et d'autres chercheurs nous montraient déjà que le jeu faisait partie intégrante de l'apprentissage chez les enfants. Mais on a cherché dans les années 80-90 à comprendre qu'est-ce qui dans le jeu fonctionnait. Et il faut différencier les jeux qui ont une valeur de jeu intrinsèque et une valeur extrinsèque. C'est-à-dire de dire, est-ce que le jeu est là pour jouer, pour ajouter un aspect ludique, ou est-ce que c'est vraiment pour apprendre? Enfin, l'apprentissage se fait en jouant. Et c'est 2 choses qui sont très différentes et ça n'a pas le même impact en termes d'efficacité pédagogique. Donc il vaut mieux réussir, et c'est pas facile, à créer des jeux qui font que l'apprentissage devient jeu plutôt que de rajouter un petit comment on appelle ça, tu sais, un leaderboard ou des choses comme ça. Ça, c'est pas ce qui apporte le plus en termes d'efficacité pédagogique, quoi. Mais par contre, le fait de se reposer sur les levées de motivation qui sont sociaux, de compétences et d'autonomie, là, le jeu va avoir son impact d'efficacité, quoi. Alors je vais me permettre d'aller creuser cette question qui est, puisqu'on a démarré sur l'individualisation comme facteur vraiment de motivation et d'efficacité, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à aller de l'individualisation pour tomber dans l'individualisme à cette époque où plus personne ne travaille sans être en relation avec les autres? Comment la formation va se transformer dans les modèles et les situations que l'on propose pour non plus enfermer chaque apprenant dans un tunnel de solitude, mais au contraire pour pouvoir proposer des mises en situation sociales qui vont permettre d'aller développer les compétences sociales, relationnelles, comportementales, voire émotionnelles, pour permettre aux apprenants et donc aux futurs collaborateurs d'être efficaces. Comment est-ce que ce que vous proposez permet d'aller prendre en charge cette dimension du social learning? Alexandre. Alors, moi, évidemment, je vais aborder la question avec l'angle de l'intelligence artificielle et je vous laisserai répondre sur la partie gamification et la partie peut-être plus ingénierie pédagogique. Mais en fait, nous, ce qu'on voit en termes d'attitude des apprenants, mais surtout en termes d'adoption technologique, quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a un avant et un après. On n'apprend plus de la même manière quand on sait que cette technologie est là. Quand on l'a testé une fois, quand on a utilisé un chat GPT ou d'autres solutions comme ça, quand on a testé des solutions avec des deepfakes, quand on parlait des avatars et qu'on voit ce niveau de réalisme, il y a un avant et un après. Et technologiquement parlant, c'est aussi le procédé pédagogique qui est utilisé. Nous, on considère que la terminologie d'adaptive learning n'a plus raison d'être quand on parle en fait de créer une arborescence dans un module avec des choix logiques. À l'ère de l'IA, ça n'a plus forcément de sens. Et donc, justement, ces nouvelles technologies peuvent créer cet isolement dont tu parles, mais en réalité, elles sont en capacité de comprendre le comportement de l'apprenant et de le réorienter vers des sessions sociales, vers des sessions de partage, etc. 100% des utilisateurs de nos solutions nous disent qu'ils sont plus créatifs dans les méthodes pédagogiques qu'ils mettent en place parce que justement ce copilote, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais permet de gagner un temps dingue sur des tâches qui étaient très rébarbatives d'appropriation de contenu, de génération de structures pédagogiques, de déroulé, de création de quiz, de création de mise en situation. Et donc
puisque l'IA est là pour faire des recommandations, il n'y a plus de page blanche, c'est terminé. Donc n'importe qui peut créer en fait du contenu, peut créer des activités, mais aussi des activités sociales. On peut demander aujourd'hui, évidemment, à notre outil de créer un escape game, un jeu en équipe, un jeu de collaboration, en lui donnant des consignes, en expliquant quelles vont être les contraintes des personnes qui vont être dans mon groupe. Et je parle que de présentiel. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on a encore une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir et vraiment une révolution. Et il faut repenser l'intégralité de la démarche pédagogique autour de ces nouvelles technologies qui sont plus que jamais au service de l'apprentissage. Laurent, le jeu et le collectif, c'est quelque chose qui va ensemble. Moi, il y a un mot vraiment que je voudrais apporter dans le débat, c'est cette opportunité. On était sur un monde où je pense que l'individualisme était là. Donc aujourd'hui, on a cette opportunité de le laisser derrière et de plus l'avoir. Je rebondis aussi sur ce que disait Raphaël tout à l'heure sur la place du jeu dans tout ça. Le jeu, ça donne un objectif commun. Peu importe finalement qu'il soit un peu efficace ou très efficace à partir du moment où on saisit cette opportunité et où on va se débrouiller pour faire qu'on embarque les gens ensemble. C'est beaucoup plus puissant d'embarquer les gens ensemble que de les embarquer un par un. Donc c'est compliqué cette question autour de l'individualisme parce que ça va dépendre d'énormément de facteurs, du contexte. Est-ce que vous êtes de toute façon déjà dans un contexte où vous êtes seul face à votre écran? Dans ces cas-là, est-ce que cet écran pourrait pas vous mettre en contact avec d'autres personnes? Alors on a le télétravail qui est apparu, on a la visio, on a cassé les frontières, on a cassé la solitude. Donc, clairement, c'est vraiment un impact dingue qu'on a eu. On utilise la réalité virtuelle aujourd'hui pour réussir à faire que les gens qui sont distants se sentent moins distants. Ça marche vraiment. Il y a des vraies études qui montrent vraiment un rapprochement. Donc comment est-ce que dans tout ça, il n'y a pas une seule solution, il y en a plein, et il n'y a pas un seul contexte, il y en a plein, mais comment est-ce qu'on peut penser communauté? Voilà, c'est vraiment penser à ça et essayer aujourd'hui de se dire que on va donner un objectif commun. C'est aussi simple que ça. On va donner un objectif commun à une communauté et on va accompagner cette communauté. Ça va devenir le rôle. Le tuteur n'est plus un appreneur, n'est plus un sachant, c'est un learner success manager. Il s'occupe de s'assurer que l'expérience d'apprentissage s'est bien passée. Eh ben, c'est un gardien de la communauté, c'est un game master quand on fait du jeu comme nous. Voilà. Ouais, moi je veux juste rebondir sur ce que disait Alexandre en donnant un exemple concret et puis une petite alerte. L'exemple concret, c'est comment utiliser justement ces technologies d'IA par exemple pour faciliter l'apprentissage social et maximiser l'impact en fait, parce que c'est le sujet de la conférence. Il y a une université aux États-Unis qui a utilisé une IA en fait pour faciliter en fait les feedbacks entre pairs. Donc en fait, les étudiants sont amenés à se donner des feedbacks les uns aux autres, et l'IA va étudier chacun des feedbacks, voir si déjà il est bien formulé. Donc elle va aider les apprenants à apprendre à donner du feedback, ce qui est super important. Et elle va aussi vérifier que l'apprenant qui en reçoit plusieurs, il reçoit pas 50 fois la même chose et que ça lui apporte des points de vue différents et des approches différentes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on a 50 000 apprenants sur un campus, il n'y a pas suffisamment de tuteurs pour les suivre, quoi. Donc là, l'IA peut vraiment avoir une qualité de facilitation des pratiques collectives en fait. Après, moi ce que je vois du point de vue de la recherche, c'est depuis janvier justement, novembre, janvier, là on va commencer à avoir des méta-reviews, donc des analyses des études scientifiques qui analysent plein d'autres études, qui montrent un désengagement cognitif, métacognitif et social aussi, au travers de l'utilisation de l'IA assez impressionnant, quoi. Donc les gens qui rentrent dans l'utilisation de l'IA lâchent leur esprit critique, lâchent leur pratique cognitive, lâchent leur pratique métacognitive de réflexion et aussi sociale. C'est le dossier du Laboria, donc une émanation de l'INRAE, l'Institut national de recherche en informatique appliquée, qui disait en fait dans les entreprises on voit que les gens ils ont plutôt tendance à aller demander à ChatGPT que à Bob à la compta qui sent mauvais de la bouche parce que c'est plus simple et voilà. Et on voit que dans les organisations on a déjà un désengagement social qui commence à se mettre en place. Donc j'ai essayé de répondre à plusieurs niveaux sur l'efficacité et l'aspect social, mais il y a des choses à équilibrer, quoi. Est-ce qu'on ne s'est pas posé la même question à l'heure de l'arrivée du e-learning, où on a dit avec le e-learning on va tous se former derrière un écran et donc au final on n'ira plus à la machine à café et puis il y a le mais c'est la vitesse à laquelle ça a été adopté, quoi. Aujourd'hui il y a combien de personnes qui utilisent OpenAI, ChatGPT et en combien de temps, quoi. On en revient à cette question clé.
utiliser l'IA, mais pour quoi faire? Non, mais comme je te l'ai montré, il y a des exemples. Quel but? Il y a des exemples qui sont hyper intéressants pédagogiquement et qui ont un impact. Et voilà, ça c'est à mettre en place. Et c'est là, parce que ça va être la dernière question que je vais vous poser. Dans ce contexte-là, comment est-ce que nous pouvons transformer les dispositifs de formation pour les rendre plus efficaces? Évidemment, en utilisant toutes ces approches techno-pédagogiques qui révolutionnent, mais par où on s'y prend? Est-ce que c'est en transformant chacune des ressources, ou est-ce que c'est une opportunité, pour reprendre ton terme que je partage totalement, Laurent, pour aller reconcevoir et redistribuer les responsabilités et le temps gagné, puisque on est avec des outils qui vont nous permettre de gagner du temps, pourquoi faire? Je vais prendre des exemples extrêmement concrets et pour être le plus transparent qui soit, je vais commencer par un exemple qu'on présente demain avec l'EM Normandie, salle Las Vegas, je crois. La salle Las Vegas. Avec Olivier Lamiraud qui est responsable de l'innovation. Grâce à un copilote, et on parle bien de copilote, la terminologie qu'on a choisie chez EdTech, c'est copilote, ce qui veut donc dire pilote. La place de l'humain, elle est centrale. On va créer et mettre à jour 1800 parcours de formation de 35 heures chacun, et on va le faire en 20 nuits. On fait tourner les serveurs la nuit parce que ça consomme moins d'énergie, on fait très attention à ça. On aurait pu le faire en 2 jours, on le fait en 20 nuits. Enfin, pas 2 jours, s'il fait le calcul des nuits. Vous avez compris le concept. Et vous faites le nombre 1800 x 35 heures, vous voyez un petit peu le volume qui va être créé avec le niveau de personnalisation. C'est un projet qu'ils avaient abandonné, qui n'existait pas, il n'était pas possible à faire humainement parlant. Donc, comme tu disais, il faut voir les opportunités. Aujourd'hui, c'est une technologie très puissante, je parle encore d'IA évidemment, mais c'est une opportunité dingue, avec évidemment des travers à ne pas prendre, pas enfermer les apprenants, vous l'avez compris. Et donc ça, c'est un exemple extrêmement concret. De l'autre côté, je prends l'exemple du groupe Wurt, donc groupe international avec lequel on travaille. Ils ont pris de l'avance sur leur programme de formation, en réalité. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'utiliser un copilote, ça décuplait l'équipe x10 ou x20 en termes de collaborateurs. Ils ont pris une avance dingue et donc ils ont pu aller beaucoup plus loin sur la personnalisation, sur la créativité de ce qu'ils mettaient dans la machine. Donc voilà, je donne 2 exemples concrets pour pas monopoliser la parole, mais on peut pas être plus dans le concret, et si évidemment vous voulez qu'on en reparle après, avec plaisir. D'autres exemples de transformation de dispositifs et de redistribution des compétences des équipes pédagogiques et des rôles des formateurs. Ouais, c'est vraiment le contre-pied. Quand on est dans le monde de la gamification, de la ludification, du serious game, on est encore aujourd'hui sur des technos très nouvelles, et en fait tellement nouvelles qu'on n'a pas les outils de production qui nous permettent de produire super vite. Donc on a des opportunités, on peut faire plein de choses, et en fait créer une nouvelle technologie, c'est très complexe. Si on veut s'assurer qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit capable d'être multi, qu'elle soit capable de transférer son message pédagogique correctement. Donc les opportunités aujourd'hui qu'on trouve nous dans notre secteur, ça va être de se baser sur des typologies de jeux déjà existants qui ont fait leurs preuves et qui en fait finalement aujourd'hui n'ont pas encore été beaucoup déployés. Le serious game, en fait, si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un e-learning? Vous allez tous avoir la réponse dans votre tête, vous savez très précisément ce que c'est. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un serious game? On va avoir chacun une définition différente. Ça montre le côté immature finalement de cette technologie. L'âge de maturité va arriver, hein. Mais on a cette vraie problématique aujourd'hui de l'immaturité de certaines technologies qui sont pourtant très nouvelles, très en avance, mais pas encore assez utilisées. Donc la conclusion derrière ça, c'est dans notre domaine à nous, malheureusement, oui, réinventer, c'est une excellente idée parce qu'on fait beaucoup mieux et il faut le faire. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de prendre Genially, Storyline et de faire son serious game soi-même. Voilà. Donc, on est encore, nous, dans un monde où on passe par un prestataire et on va trouver les types de jeux qu'il a, qui sait bien faire et qui sont possiblement moins chers qu'un module e-learning. C'est même plus une question de prix aujourd'hui, mais qui sont des choses qui n'ont pas encore été déployées et qui méritent d'être remises à niveau sur des anciens contenus avec une nouvelle technologie. Et Raphaël, cette redistribution des rôles et cette place irremplaçable de l'accompagnement, du apprendre à apprendre par exemple. Ouais, la place du formateur aujourd'hui, elle est
elle est réinterrogée d'autant plus par l'IA, mais ça fait déjà quelques années quand même qu'on assiste à un changement de paradigme un petit peu de ce qui est attendu du formateur, de sortir du rôle un peu descendant, exactement ce qu'on est en train de faire là avec vous aujourd'hui, de sachant qui transmet, et plutôt de passer dans un rôle de facilitateur, d'accompagnateur, qui va proposer un environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est d'autant plus fort avec l'IA parce que l'apprenant, il sait que le formateur, il n'a pas forcément tout le savoir à jour avec lui, alors que l'IA, elle peut lui donner la réponse. Donc, qu'est-ce que le formateur, facilitateur peut avoir à apporter? Ça, c'est un vrai sujet. Et la posture du facilitateur a un impact énorme sur la motivation et la volition, c'est-à-dire la capacité de l'apprenant à continuer à rester engagé sur le long terme. Et donc ça, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, sur mon stand T82, j'ai un petit QR code. J'ai fait une étude l'année dernière sur l'impact de la posture du formateur sur l'engagement de l'apprenant, et j'ai créé un test pour que chaque formateur puisse évaluer où il en est de sa posture. Donc si vous voulez voir où vous en êtes de votre posture, ce que vous pouvez améliorer, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour justement continuer à augmenter l'efficacité de vos formations, n'hésitez pas à passer pour en discuter, quoi. Voilà. Et oui, le débat ou cette balance entre se servir de l'outil qui est tellement puissant qu'il peut nous remplacer, c'est la crainte des uns, ou au contraire qui peut nous augmenter pour nous permettre de nous recentrer sur ce qui a d'irremplaçable, c'est bien la grande question qui nous anime tous. Et tous autant acteurs, producteurs d'outils, de machines pour aider les formateurs, et bien finalement, en aucun cas vous cherchez à les remplacer, mais au contraire à les outiller. Exactement, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est un débat qui s'arrête jamais. À l'époque déjà du e-learning c'était le sujet, et puis il y a eu des débats entre modalités. Est-ce que le MOOC va remplacer le e-learning? Est-ce que la VR va remplacer? Bon, c'est un grand débat qu'on a tous tout le temps, maintenant on connaît la rengaine, ça remplace pas, ça accompagne de mieux en mieux. Retour sur le sujet opportunité. D'ailleurs, tu as fait un peu de pub pour ton stand. Nous, on est en P70. Si vous voulez avoir une démo de notre copilote IA, c'est tout droit, vous allez voir EdTech. Et ouais, nous on l'appelle le Game Master en fait, le formateur aujourd'hui. Vous avez compris, on est dans le jeu. Notre stand c'est le N20, c'est celui qui est face à l'entrée. Si vous voulez voir des jeux multi déjà faits où il n'y a plus que les contenus intégrés, c'est ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Ce qui est intéressant de comprendre, encore une fois, l'être humain, à un campus de 50 000, il y a des profs quand même normalement dedans. Bon, voilà, on est quand même censé être capable de garder une proximité entre un enseignant et un apprenant, quoi. Bon, à vous de poser des questions. J'ai oublié de le dire, je suis absolument désolé. Nous sommes une brochette non représentative des acteurs de la tech. Il n'y a pas de femmes sur la scène. C'est bien dommage. Mais voilà. Alors que beaucoup d'entrepreneuses sont aussi dans le monde de la formation. Donc, je voulais m'en excuser. Qui pose la première question? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Je voudrais juste quelques précisions par rapport à un point que vous avez abordé, l'individualisme versus la communauté. En termes de formation, avant, donc il y a quelques années, les formations se faisaient en classe, avec un groupe, et il y avait un encouragement mutuel, et si ce n'était pas porté par la volonté de l'apprenant, mais il y avait à minima l'ego qui lui permettait, qui l'obligeait à suivre. Après, il y a eu la séquence e-learning, effectivement. Et aujourd'hui, avec l'IA, on forme effectivement plus efficacement parce que c'est une formation qui est adaptée à l'apprenant. Mais l'IA, aujourd'hui, elle n'est pas uniquement dans la formation. Si j'ai besoin de me divertir, je peux faire appel à l'IA. Ma question est de savoir en quoi la formation avec l'IA permettrait d'être plus efficace si jamais on ne trouve pas le levier tiers de motivation. Et si on ne fait pas preuve d'autodiscipline et qu'on n'en est pas autonome en fin de compte pour se former. Comment lutter contre ce sentiment auto-formation égale auto-abandon? La réponse est dans la question. Pour être honnête, hein. La réponse est dans la question. Et enfin, c'est une hypothèse. Moi, en tant que chercheur, c'est une hypothèse que l'IA va favoriser l'efficacité de la formation. Ça dépend comment c'est utilisé. C'est comme tout outil, que ce soit le jeu, l'IA, le serious game. Je tape beaucoup sur le jeu. Désolé. Tout outil, le e-learning ou autre. Ça dépend comment c'est utilisé et comment c'est au service de la pédagogie. Et en fait, il y a des solutions d'IA de jeux qui sont hyper bien faites et il y en a qui ont aucun impact. Et donc en fait, c'est comment c'est mis en place, quoi. Et pareil pour les aspects sociaux de peer learning. Il y a des choses où ça se marche super bien et puis il y a des choses où ça ne sert pas l'apprenant, quoi. Voilà.
et comment les dispositifs de formation vont encourager du apprendre ensemble, du travailler ensemble, du produire des activités pédagogiques ensemble. Bref, comment est-ce qu'on s'occupe aussi de toute la dimension des smart skills, de ces compétences clés d'employabilité pour l'avenir, à savoir comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on crée. Et cette dimension-là, elle n'est pas intrinsèque à chacune des ressources, mais elle fait partie des dispositifs de formation qui sont à construire et des modalités à mettre en œuvre. Une grande partie du travail se fait au moment de l'ingénierie, en fait, de tout dispositif. Et c'est là où on disait de prendre en compte, d'individualiser, dans le sens prendre en compte les spécificités des populations auxquelles on s'adresse. D'autres questions? La dernière, avant qu'on clôt. C'est bon? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Tous les trois.